La prolongation de Jürgen Klopp à Liverpool est un événement que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive vraiment pas à accepter. Depuis quelque temps déjà, il avait exprimé son envie de faire une pause après 2024. Durant l'inauguration des travaux d'Anfield, il en avait de nouveau parlé. Et finalement, que ce soit FSG qui détient Liverpool ou l'Allemand, les deux camps ont souhaité poursuivre l'aventure ensemble au moins jusque 2026. Les propriétaires connaissent la valeur du travail de Jürgen Klopp. Lorsqu'en 2015, un entretien au sommet se tient entre les têtes de Fenway Sport Group et le camp du coach, la connexion entre les deux parties semble évidente. Il est un entraîneur avec un style de jeu bien défini, avec des idées fortes comme le gegenpressing, qui lui tient particulièrement à cœur. Un excellent leader reconnu pour ses conférences, ses lectures, sa facilité pour transmettre aux autres et sa faculté à s'entourer des bonnes personnes capables de pallier ses défauts. Il est aussi un entrepreneur, un visionnaire, un des pionniers dans l'utilisation de certains outils d'analyse en Allemagne, un des premiers coachs à obtenir un deal sponsoring avec Nike. Tout ça, FSG l'a compris. En le rencontrant, ils ont été convaincus par l'homme, par ses résultats notamment à Dortmund, mais surtout par son excellent bilan économique. Depuis sa signature, Liverpool a été totalement transformé, l'entièreté du club est unie, chaque joueur connaît chaque membre du staff, et lorsque Mané quittera les Reds, il irait même jusqu'à leur offrir un cadeau à chacun. L'équipe a été modifiée pour correspondre totalement au jeu de l'Allemand, l'armoire à trophées a été bien remplie, avec une LDC et un titre de champion d'Angleterre. Liverpool est devenu un concurrent au monstre de Pep Guardiola, un vrai prétendant au titre à chaque saison, son impact sur le sportif et sur la première ligue est immense, mais ce qui fait sûrement le plus grand plaisir aux investisseurs, c'est le bilan financier. En à peine quelques années, le club est devenu autosuffisant économiquement, sa valeur sur le marché a quadruplé et les revenus générés ont explosé grâce aux bonnes performances en championnat et en Europe. Malgré tout, le club a connu une période difficile. Après avoir soulevé la première ligue, la saison 2020-2021 a été plutôt compliquée suite à énormément de blessures dans le secteur défensif et bien sûr le Covid qui a coupé la saison. Liverpool est tombé à la 8ème place, réussira à se relancer en fin de saison en enchaînant les victoires pour sécuriser la Ligue des Champions avec la 3ème place. Une saison décevante, mais très vite, tout le monde relève la tête. 2 coupes sont remportées en allant jusqu'au tir au but, seulement 4 petits matchs mèneront à une défaite sur l'entièreté de la saison et parmi ces défaites, 2 coûteront le championnat et la Ligue des Champions. Encore une fois, Liverpool rencontrera le Real en finale. Et encore une fois, ce sont les Espagnols qui gagneront. L'intersaison était cruciale. L'effectif commence à vieillir, pas mal de contrats commencent à atteindre leur date limite, certains joueurs veulent partir, veulent un meilleur contrat, et cette situation déjà compliquée sera accompagnée par le départ d'un des membres les plus importants du staff, Michael Edwards. Il fait partie des architectes qui ont permis de créer un effectif parfait pour le jeu du coach avec Ian Graham. Tout le monde connaît au moins une histoire liée à ces nombreux transferts, que ce soit avec Roberto Firmino ou Salah. Sa renommée ne faisait que grandir, mais après 10 ans au club, un départ lui semblait nécessaire. Avec Klopp lui aussi bientôt en fin de contrat, le duel Mané-Firmino-Salah pour celui qui obtiendra un gros contrat. La stabilité du club a été pas mal menacée pendant un temps. Et la prolongation de l'Égyptien a permis de clore définitivement ce dossier. Puis c'est à cause de ce contrat que Mané quittera le club. Pour ses premiers mercato, Julian Ward, le nouveau directeur sportif, n'a pour moi pas su répondre aux attentes de son coach. Son premier move était très ingénieux. Il savait qu'il devait renforcer l'attaque pour préparer un départ possible. Et il n'a pas attendu l'été pour sécuriser Luis Diaz. Un transfert intelligent qui correspondait totalement à ce qu'Edwards a mis en place. Mais la suite n'est pas vraiment au niveau. Il n'a pas réussi à convaincre sa piste principale au milieu. Il a surpayé Darwin Núñez, chose assez rare à Liverpool. Il a raté une première fois Fabio Carvalho et il s'est retrouvé à intégrer le prêt du très fragile Arthur Melo dans un panique transfert du dernier jour du mercato. Une déception qui ne semble pas avoir écorché son image puisque beaucoup de fans ont été déçus d'apprendre dès novembre qu'il ne continuera pas au club. Côté vente aussi, pas mal de choses peuvent lui être reprochées, notamment la gestion du trio des joueurs au milieu en fin de contrat cette saison. Le club va donc avoir son 3ème directeur sportif en tout temps d'année, va perdre son meilleur analyse data puisque Ian Graham va quitter le club. Le tout après une année catastrophique. La saison actuelle est sûrement la pire de l'ère Klopp. L'équipe a eu énormément de mal à se trouver, n'a jamais réussi à enchaîner les victoires, souffre toujours de pas mal de blessures, s'est encore fait éliminer par le Real en LDC et se retrouve à plus de 20 points du premier, Arsenal. Bon, c'est Man City maintenant, mais quand j'ai écrit ça, c'était Arsenal. Les ont arrêté de perdre des points aussi, ils sont cons. L'équipe presse moins bien, les joueurs se blessent toujours autant, certaines individualités sont sur le déclin et d'autres connaissent une saison assez difficile. Un joueur comme Salah par exemple s'est retrouvé trop éloigné de sa zone préférentielle. Alexander-Arnold lui s'est retrouvé exposé par le manque de pressing et par sa baisse de niveau défensif. Mais si tu analyses Liverpool, tu te rends compte que c'est normal. La saison d'avant, l'équipe aurait pu finir avec un quadruplé historique. Tous les joueurs clés se sont mangés une 60aine de matchs dans un système de jeu énergivore. Et l'effectif n'a pas assez été renouvelé pour encaisser une nouvelle saison avec en plus la Coupe du Monde. Le début de saison a été terrible, l'équipe a enchaîné les défaites, s'est fait humilier, la défense n'a jamais tenu, surtout en l'absence de Konaté, et l'équipe n'a pas su se relever assez vite malgré la solution que le coach
semble avoir trouvé. Récemment, Klopp a modifié son système. Alexander-Arnold est devenu un latéral inversé, un joueur qui rentre dans l'axe, qui participe au jeu pour exploiter ses qualités techniques et son jeu de passe très intéressant. Pour l'instant, cette formation est sujet à quelques problèmes, notamment la trop grande zone que Konaté doit couvrir, le positionnement trop excentré et trop loin de la surface de Salah, mais d'ici la prochaine saison, je n'ai aucun doute que Klopp aura trouvé la formule parfaite. Cet été sera donc un moment charnière pour le club. Si tu regardes l'effectif, tu te rends compte que 3 postes ont absolument besoin d'être renforcés. D'abord le poste de latéral droit, puisque si Trent Alexander continue d'exceller au milieu, il risque de s'y implanter, et quand bien même il reste sur son côté, il a vraiment besoin de concurrence. Le second, c'est le poste de défenseur central. Van Dijk n'est plus aussi impérial qu'avant, Konaté se blesse beaucoup, et je pense qu'il y a un peu trop de joueurs à ce poste qui ne sont pas capables de remplacer correctement les titulaires. Mais la priorité absolue, celle dont j'ai parlé de nombreuses fois dans cette vidéo, c'est évidemment le milieu de terrain. Sous Klopp, les postes ont beaucoup évolué. Wijnaldum, Henderson, Fabinho sont ceux ayant permis à Liverpool de conquérir l'Europe, de conquérir la Première Ligue. Ils utilisaient leur énorme volume de course pour presser, gratter des ballons et rapidement trouver les joueurs créatifs. Avant, le danger venait des joueurs difficiles à trouver sur le terrain, assez haut, mais l'Allemand a trouvé une solution avec Robertson et Alexander-Arnold. Avec ce changement, les choses ont changé, l'équipe a appris à contrôler les matchs, l'apport des latéraux a été crucial dans la créativité de l'équipe, mais en gagnant de plus en plus de matchs, les blocs ont reculé pour contrer le jeu de Liverpool. Des solutions devaient être disponibles dans l'intérieur du jeu, et c'est pour cela que des Naby Keita, des Thiago Alcantara ont été signés pour apporter de la technique, la créativité, pour aider à la relance ou tenir le ballon. Un step-up intéressant, l'équipe a réussi à trouver un moyen de fonctionner, mais aujourd'hui, le milieu n'est plus assez complet pour permettre à Liverpool d'être compétitif sur tous les plans. Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, James Milner sont en fin de contrat, le prêt d'Arthur Melo va prendre fin, Jordan Henderson et Fabinho commencent à être sur le déclin, et Thiago est incapable de jouer une saison pleine. Offensivement, tu vas perdre Roberto Firmino, prêter Fabio Carvalho, mais t'as pas vraiment besoin de renfort dans les médias. Ce mercato sera le dernier de Julian Ward après plus de 10 ans au club, après une année en tant que directeur sportif, et comme cadeau d'adieu, son objectif était de signer Jude Bellingham. C'est la 4e fois que les deux parties sont liées. Liverpool a déjà tenté d'attirer lorsqu'il était très jeune. Avant qu'il rejoigne Dortmund, l'été dernier ils se sont renseignés avant de tenter Tchouaméni, et tout était en place pour qu'il les rejoigne au prochain mercato. Mais finalement le club a annoncé avoir lâché le dossier. Certains pourraient penser que c'est une stratégie, que Liverpool ne veut pas rester les chasseurs, veut devenir la proie, veut que Bellingham baisse ses exigences, se plie volontairement devant le club, mais ce serait ne pas comprendre la situation. Dortmund veut minimum 130 millions pour l'anglais, au total le transfert tapera sûrement les 200 millions sur 5 ans, et c'est un montant que FSG n'est pas prêt à investir sur un seul joueur. Liverpool va devoir au minimum sécuriser l'Europa League, baisser sa masse salariale grâce aux bonus liés à la Ligue des Champions qui ne seront pas activés, capitaliser sur le stade agrandi de 7000 places et les nouveaux gros contrats de sponsoring pour être actif cet été, pour pallier à l'argent de la LDC, surtout si aucun investisseur n'est trouvé. Pour autant, même avec tout ça, miser sur un seul joueur signifierait qu'aucun autre ne serait signé, et c'est la raison principale expliquant pourquoi Bellingham n'est plus la cible principale. Pour se renforcer, certains prérequis seront donc évidemment nécessaires. L'idée est de préparer le futur tout en renforçant l'effectif actuel. Pas mal des milieux vont dépasser la trentaine et il faut réussir à préparer leur succession. Il faudra donc continuer à viser des jeunes joueurs qui ont le potentiel pour jouer un rôle au club, idéalement avec une bonne expérience et surtout dans une fourchette de prix qui correspond à des finances limitées. On n'a pas le budget exact, je pense même que Klopp ne l'a pas. Tant que la saison ne sera pas finie, il est donc difficile de se projeter. 4 à 5 joueurs devront renforcer l'effectif, il faudra garder certaines opportunités sur surveillance pour la saison prochaine, et bien garder en tête qu'avec le départ de Milner et Oxlade-Chamberlain, il faudra au moins une recrue anglaise. Certains jeunes devront être définitivement intégrés avec les pros, et d'autres devront quitter le club pour aider à se financer ce mercato, ou leur permettre d'engranger du temps de jeu. Voilà les bases sur lesquelles le prochain mercato devrait se construire. Certaines questions restent pour l'instant sans réponse. Quand tu regardes les contrats, tu te demandes si Thiago et Matip ne devraient pas être vendus, mais personnellement je pense que les deux ne seront pas ouverts à un départ, et que Klopp pourrait avoir besoin des deux, que ce soit pour leur expérience ou par leur profil. Niveau recrue, depuis quelques mois, les 3 mêmes noms reviennent, mais les 3 sont trop chers pour Liverpool. Moses Caicedo est le nom le plus cité, il aurait été parfait pour succéder à Fabinho, sa capacité à gérer les transitions est exactement ce qui est nécessaire, mais Brighton demande autour des 80 millions pour l'Équadorien. McAllister est plus créatif, correspond au profil de 8 qui pourra apporter balle au pied à Liverpool tout en étant capable de répondre aux défis physiques, mais lui aussi devrait coûter autour des 60 millions, avec pas mal de concurrence sur le dossier. Reste Mason Mount, son profil est spécial, l'idée serait sûrement d'en faire un 8, il pourrait coller, mais Chelsea n'est pas ouvert à la vente, et quand bien même il le serait, je doute qu'au vu de leur saison, ils soient d'accord pour céder un symbole du club à un concurrent direct. Perso, je pense qu'il va falloir être intelligent, et surtout tout prévoir à l'avance. Gravenberg est une bonne idée, son profil pourrait coller, il a besoin de temps de jeu, il apporterait sa capacité à se projeter, et je pense que tu peux réaliser une belle opération économique en tentant un prêt avec option d'achat, si qualification en Ligue des Champions. Tielemans est libre, il a déjà été lié à Liverpool, mais selon moi il aura trop de mal à répondre aux exigences physiques du jeu
de Liverpool. Gabriel Vega doit être étudié. Il serait parfait pour apporter son volume de jeu, ses courses avec et sans ballon, son énergie au pressing. Physiquement, il est intéressant et je pense qu'il pourrait énormément grandir sous Klopp, notamment ses choix de passe, sa discipline sur le terrain. Trois autres joueurs collent à la gamme de prix. Kokshoot Feyenoord qui après cette saison va sûrement attirer pas mal de clubs. West Ham est dessus d'ailleurs, je crois. Il a aussi un bon volume de jeu, mais il est plus proche de McAllister que Vega. Ugarte du Sporting est l'un, si ce n'est le meilleur récupérateur du Portugal, une des pièces fondamentales du jeu d'Amorim. Perso, je pense qu'il sera intéressant dans le rôle de Fabinho, mais j'ai encore quelques doutes. Et pour finir, mon chouchou, Mohamed Kudus. Pour moi, c'est un transfert évident. Un petit pari qui, j'en suis persuadé, portera ses fruits. En le repositionnant au milieu, tu profiteras de sa capacité à gratter des ballons, à les remonter, tu profiteras de sa créativité, son volume de jeu et de sa capacité à presser pour pouvoir rester haut sur le terrain. Il est un amoureux de Thiago Alcantara et je pense que jouer aux côtés d'un joueur qui l'inspire pourrait lui permettre de passer pas mal de caps. J'étais dégoûté quand il a failli signer à Everton, je savais que ça fermerait définitivement la porte de Liverpool, mais aujourd'hui les étoiles sont alignées pour que ce transfert ait lieu. Bref, ce sont des conjectures, moi j'ai pas la réalité, mais je te donne quelques pistes gratuitement comme ça parce que je suis gentil. L'été s'annonce compliqué pour Liverpool, sans investissement tu risques de tomber bien bas au classement, surtout avec Newcastle qui rejoint ce que pas mal de gens appellent maintenant le Big Seven. Liverpool ne participera pas à la dernière édition de ce format de la Ligue des Champions, devra absolument récupérer sa place en Europa League pour limiter les dégâts. Mais même avec ça, il sera difficile de voir le club signer ne serait-ce que 2 joueurs. L'apport d'un investisseur sera crucial. Idéalement, tu sécurises Gabriel Vega, Kudus et Ugarte. Tu tentes un Gravenberg en prêt pour compléter le milieu, tu trouves un défenseur central et un latéral droit pour compléter l'effectif. Mais maintenant que je t'ai présenté la situation, maintenant que tu comprends que Liverpool va perdre tout ce qu'il a fait de ces dernières années ont été remplis de succès, est-ce que toi aussi tu ne comprends pas pourquoi Klopp a accepté de prolonger? Si t'as une réponse, donne-la moi en commentaire ça.